Bonjour ou rebonjour. C'est le deuxième enregistrement aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien. Bon, ok. Alors, le thème de mon partage maintenant, je peux le faire à partir de maintenant. Je n'ai pas un long préambule à faire puisque je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc là, je vais vous parler du fait d'être célibataire et d'apprécier notre temps de célibat. C'est un thème que je trouve très très important parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont célibataires pendant une période de leur vie. Et c'est bon d'être capable d'être heureux, d'être en paix, d'être épanoui dans le temps où on est célibataire. Mais je vais en parler pour une autre raison aussi. C'est parce que c'est très important d'être capable d'apprendre à être bien dans le célibat. Parce que si on n'est pas bien, on entre dans une relation de couple avec beaucoup plus de peur parce qu'on a peur que si l'histoire de couple se termine, on va se retrouver célibataire. Et là, si on a peur d'être célibataire, ça va être beaucoup plus difficile d'être vraiment nous-mêmes dans notre relation de couple, d'être vrai avec l'autre. On peut faire des types de compromis qui ne seraient pas une bonne chose à faire parce qu'on a trop peur de se retrouver seul. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple, mais qui appréhendent vraiment le fait de se retrouver célibataire et qui prolongent des histoires de couple qui les font durer pendant des mois et des années, alors que ça devrait être terminé depuis longtemps. Et parfois, ils pensent qu'ils vont finir par rencontrer quelqu'un d'autre, dans le sens qu'ils sont en couple, qui sont mal matchés, qui ne sont pas assez en affinité avec la personne, et ils se disent « Ah, je vais rencontrer quelqu'un d'autre » ou ils regardent quand même un peu autour d'eux qui pourraient rencontrer. Mais énergétiquement, ils sont dans une position où ils disent à la vie « Je suis en couple avec cette personne-là, je vis une expérience avec cette personne-là ». Et ça, c'est comme si ça bloque le chemin un peu pour qu'il y ait des possibilités de nouvelles rencontres. Je ne peux pas dire que ça va bloquer à 100%. J'ai déjà entendu parler quand même d'histoires où des gens étaient en couple, puis ils pouvaient faire la rencontre d'une nouvelle personne avec qui ils commenceraient par la suite une nouvelle relation de couple. Mais bien des fois, tant qu'on reste dans une situation de couple, on n'arrive pas vraiment à aimanter une autre personne avec qui on aurait davantage d'affinité. Alors moi, je dis aux gens, quand on est plus suffisamment heureux, quand on ne se sent pas vraiment en amour dans une histoire de couple, on est mieux d'arrêter ça là, de rester juste amis avec la personne, si c'est possible. Sinon, des fois, on arrête complètement de se voir. Il y a des gens qui ne veulent pas garder le contact. Et on vit une période de célibat pendant des semaines, des mois, parfois des années. Et on apprend à bien vivre ça et à ne pas commencer une histoire de couple par dépendance relationnelle ou surtout par dépendance sexuelle. Beaucoup de gens ne sont pas capables d'être célibataires parce qu'ils sont trop dépendants sexuellement d'une autre personne. Dans les consultations que je fais en privé aussi avec les gens, les histoires de couple, ça revient souvent, les difficultés en couple. Et des fois, j'explique des choses, j'explique un peu comment ça fonctionne à divers niveaux, en énergie. Et les gens comprennent qu'ils seraient invités fort possiblement à prendre une pause dans leur couple ou à se séparer définitivement ou à divorcer. Mais ils sont tellement dépendants sexuellement de leur partenaire qu'ils ne sont pas capables. Pourtant, ils ressentent très bien que ça ne va pas à plein de niveaux, qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils sont d'avis contraires, ils se confrontent, ils ne sont pas bien ensemble. Mais parce qu'ils ont une certaine chimie agréable au lit, ils vont continuer leur histoire. Et dans d'autres cas, ça va faire des gens qui vont voir une maîtresse ou un amant, qui vont déjà commencer à nourrir des histoires à l'extérieur, sentant très bien que ça ne va pas très bien dans le couple, ou là, ça peut être une dépendance relationnelle parce que la personne s'occupe bien des enfants, ou s'occupe bien de la maison, ou rapporte l'argent du travail. Donc, il y a des femmes dépendantes de leur mari, il y a des maris dépendants de leur femme, et c'est des dépendances qui font en sorte qu'ils sont ensemble, non pas pour des bonnes raisons, mais vraiment parce qu'ils sont dépendants relationnellement ou financièrement ou sexuellement, alors que, idéalement, s'ils étaient plus autonomes, plus épanouis, plus équilibrés,
ils pourraient choisir de se séparer et de vivre un bon bout de chemin dans le célibat. Donc là, je vais vous parler un peu de ça, le fait d'apprendre à être heureux dans notre célibat. Moi, ça fait 6 ans présentement que je suis célibataire, un peu plus de 6 ans même. Et je sais que quand je vais rencontrer la personne que je cherche, que mon âme cherche, il va y avoir aussi une période de 9 à 12 mois, comme je dis souvent, qui va être une préparation pour bien m'affiniser avec la personne, pour prendre le temps de la connaître, pour avoir des discussions profondes, pour aller dans la transparence, pour voir jusqu'à quel point on peut vraiment se révéler l'un à l'autre. Il va y avoir toute une période d'1 an aussi que je vais prendre pour vraiment connaître quelqu'un avec qui je pourrais vivre une belle et grande histoire par la suite. Et que je ne veux plus commencer une histoire de couple, comme je l'ai déjà fait dans le passé et comme beaucoup de gens le font aussi autrefois, pas autrefois, mais que le font en général, qui est de rencontrer quelqu'un, puis après quelques jours ou quelques semaines seulement, on se met en couple, on va au niveau de l'intimité sexuelle, on essaie de vivre une histoire multidimensionnelle très riche, mais pourtant, on connaît tellement peu cette personne-là que après quelques semaines, on découvre des facettes de la personne avec qui on réalise qu'on n'est pas en affinité, qu'on n'aime pas vraiment ça, et on sent qu'on doit se séparer. Et là, on s'habitue à vivre en montagne russe, parce que ça génère beaucoup, beaucoup d'émotions extrêmes, de se rapprocher rapidement, de se séparer assez rapidement, d'avoir envie de laisser l'autre, mais on ne le laisse pas parce qu'on a déjà commencé des jeux sexuels, qu'on veut garder la sexualité, mais dans le fond, on sait qu'on n'est pas assez en affinité avec la personne. Ça crée beaucoup, beaucoup de malaise, de tiraillements, de gens qui sont en couple, mais qui sont souvent dépressifs ou qui ont des crises de larmes ou des frustrations, des colères, parce que finalement, ils ne sont pas prêts à être avec cette personne-là. Si on remonte dans le temps, autrefois, les gens prenaient beaucoup plus de temps pour se rencontrer, se connaître. Des fois, dans le passé, même, il y avait des histoires de chaperons pour éviter que les gens aillent trop vite dans l'intimité ensemble. Et on pense que c'était des histoires inutiles parce que ces gens-là n'étaient pas assez ouverts, n'étaient pas assez modernes, mais il y avait des raisons très, très bonnes à ça. Il y avait une intelligence subtile derrière ça, dans le fait de prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Et moi, je dis qu'on apprend aussi à connaître quelqu'un beaucoup mieux si on ne mélange pas la sexualité dans cette amitié-là. Si on prend X mois pour connaître quelqu'un sans faire entrer la sexualité, on est comme plus à froid, parce que la sexualité, c'est une drogue. Et c'est une drogue qui nous donne toutes sortes d'effets, de satisfaction. Et souvent, ce n'est pas la personne vraiment qu'on aime, mais c'est la drogue sexuelle qui nous intéresse. Et ça devient très difficile d'être vraiment objectif ou lucide ou clair sur ce qu'on ressent avec l'autre, parce qu'on est troublé avec la drogue sexuelle qu'on a dans cette relation-là. Mais si on évite de mélanger le sexe à l'amitié, si on ne rentre pas la drogue du sexe ou de l'orgasme dans la relation, on va être sensible à toutes sortes de choses de la personne qu'on apprend à connaître. On va voir ses réactions dans toutes sortes de contextes, puis on va mieux connaître la personne. Alors, c'est un temps de célibat qui est très, très précieux pour connaître sous plein, plein de facettes les gens qu'on rencontre, les amitiés qui se développent, pour prendre le temps de développer des amitiés et de voir vraiment avec qui on a le goût d'approfondir, puis qui on a le goût de moins voir, de moins en moins, puis de ne pas entretenir cette relation-là. Le fait d'être bien dans notre célibat, ça nous permet aussi de patienter, puis de ne pas aller trop vite dans la sexualité. Puis
puis dans l'engagement ou dans le déménagement dans l'appartement de l'autre ou dans le fait de vendre notre maison ou notre condo ou de, en tout cas, laisser notre lieu de vie pour aller avec quelqu'un d'autre, puis à peine après quelques semaines ou quelques mois, on voit que ça va pas bien, on voudrait revenir, c'est compliqué ou c'est coûteux, ça coûte de l'argent. Donc, si une personne est capable de développer une force intérieure pour se porter dans son célibat pendant X mois ou pendant X années, cette personne-là va être beaucoup plus forte intérieurement, va être beaucoup plus stable, va être capable de se connaître beaucoup mieux et de se respecter dans ses goûts. Et quand elle va rencontrer une autre personne, elle va être capable de partager des moments avec cette personne-là, mais elle va être capable de revenir aussi dans ces zones de solitude. Et notre solitude ou nos activités plus personnelles qui ne sont pas toujours partagées avec le conjoint, c'est quelque chose qui peut être très précieux aussi pour pouvoir nourrir la vie de couple ensuite. Quand quelqu'un n'arrive pas à développer une vie saine, épanouie, joyeuse dans le célibat, cette personne-là essaie toujours d'être en fusion avec l'autre, avec son conjoint ou sa conjointe. Puis des fois, ça peut faire une histoire très riche, mais des fois aussi, ça devient difficile de nourrir le couple parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre les deux personnes. Alors, c'est très, très bon d'être capable de se porter dans notre énergie plus solitaire et même parfois, quand on est en couple, d'avoir un petit côté célibataire, dans le sens d'avoir des zones réservées pour nos activités, juste pour nous, ou avec certains amis ou certaines personnes de notre famille, et que ce n'est pas obligatoire que le conjoint ou la conjointe fasse toutes les activités avec nous. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de ça, l'importance d'apprendre à être bien en tant que célibataire. Une chose aussi que les gens ne comprennent pas bien, c'est que dans la sexualité conventionnelle, en comparaison de la sexualité tantrique, quand la sexualité conventionnelle est orgasmique, puis qu'on se dévitalise, qu'on libère souvent l'énergie dans l'orgasme, et ça c'est vrai qu'on soit à deux en couple ou qu'on soit célibataire, puis qu'on ait des pratiques individuelles de masturbation, quand on libère souvent l'énergie, on vide notre champ énergétique, on vide notre réserve et on se sent plus mal intérieurement. Quand on découvre le côté tantrique, en tant que célibataire, en arrêtant les masturbations orgasmiques, on peut avoir des petits temps d'autocaresse, de jeu avec notre corps, pas trop long pour pas trop charger l'énergie, juste pour faire monter un peu l'énergie, mais pas trop souvent, pas trop longtemps pour pas trop la charger, parce que l'énergie ne peut pas circuler aussi bien quand on est seul que quand on est en couple, fusionné dans une union tantrique. Alors, quand on apprend à ne pas libérer aussi souvent l'énergie, on apprend à recharger notre batterie énergétique. Et quand on se recharge, on est capable d'être plus confortable dans notre temps solitaire ou dans notre temps célibataire. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais dans la drogue du sexe, quand ils se vident régulièrement, ils cherchent à se remplir par d'autres activités sexuelles. Et quand il y a quelque chose qui coupe ça, parce qu'il y a une séparation, un divorce, et qu'ils se retrouvent célibataires, tout leur cycle de drogue sexuelle est brisé. Et là, ils se retrouvent comme en sevrage. Puis ils vont avoir beaucoup de difficultés. Quand on est dans une sexualité tantrique en couple, puis qu'on se recharge parce qu'on ne va pas vers l'orgasme, qu'on va vers l'énergie, qu'on fait circuler à l'intérieur de nous pour activer les chakras, pour monter l'énergie vers le cerveau, pour l'amplifier dans tout notre champ de lumière, quand on a une sexualité tantrique, on est en recharge énergétique. Et plus on est en recharge, plus on est nourri intérieurement. Et dans cette nourriture-là aussi, on développe moins de dépendance et notre connexion intérieure se fait plus facilement. Elle se fait mieux avec le divin et toute notre énergie circule mieux, toute notre créativité est plus facilement développée. Alors, dans les premiers temps qu'on est célibataire, si on avait une sexualité conventionnelle, il va y avoir un sevrage au niveau sexuel qui va être difficile. Et si on laisse notre énergie sexuelle se tranquilliser et à se réaccumuler tranquillement, après quelques temps, il y a un nouvel état énergétique qui va s'installer dans notre structure, on va être mieux, on va être moins carencé, et on va être capable de supporter mieux notre célibat. Mais quand l'énergie est libérée souvent, qu'on soit à deux ou qu'on soit seul, comme je disais, on a des fuites énergétiques,
tellement grande que ça nous affaiblit pour tout ce qu'on a à vivre et c'est beaucoup plus difficile d'être célibataire. Les fuites énergétiques aussi se font au niveau de tous les chakras parce que quand les gens rentrent dans des expériences d'orgasme, seuls ou à deux, l'énergie ne fait pas que sortir par le chakra de la base, mais l'énergie sort aussi par les autres chakras. Et même, on va remarquer des hommes ou des femmes que le timbre de voix va baisser avec le temps, avec les années. La voix va devenir plus rauque ou ils vont avoir des problèmes au niveau de la gorge. Parce que quand l'énergie sort et sort et sort, elle sort par tous les chakras, elle nous affaiblit dans toutes nos dimensions pour tout ce qui est plus dans les exercices pour la base, dans la créativité ici, au niveau des émotions et des arts, au niveau de l'amour universel, au niveau de la parole, la concentration, au niveau de la vision, au niveau de l'intelligence universelle. Tous les chakras sont dévitalisés et les capacités ont tendance à diminuer, les glandes, les hormones qui sont en lien avec les chakras vont être affaiblies aussi. Alors, seul ou en couple, l'orgasme, la dévitalisation, la sexualité conventionnelle, ça nous affaiblit, puis ça fait qu'on a de plus en plus de difficultés à se porter seul, qu'on est plus dépendant de d'autres personnes, que ce soit des amis, que ce soit des personnes de notre famille, ou que ce soit un conjoint ou une conjointe. Alors, plus vous découvrez le côté tantrique, et plus vous le vivez dans votre célibat, simplement dans la chasteté, à vous recharger, à laisser l'énergie monter, puis à mettre votre focus sur autre chose que la sexualité, plus votre énergie va bien circuler en vous, va développer une nouvelle recharge et va vous permettre d'être mieux. Donc ça, on le voit souvent dans les premiers jours, les premières semaines après une séparation, comment les gens en arrachent au niveau sexuel. Et graduellement, ils vont se stabiliser. Après quelques semaines ou quelques mois, là, ils vont être plus habitués, une nouvelle énergie circule en eux et ça ne sera plus toutes les mêmes dépendances qu'ils avaient avant. Au niveau du vieillissement aussi, quand vous écoutez toutes mes vidéos, mes enseignements sur la sexualité, naturellement, au niveau du visage, tous les comportements de dévitalisation, ça fait en sorte que le visage va vieillir beaucoup plus rapidement, les cheveux vont changer de couleur, vont blanchir plus, les rides, la peau va tomber, puis un peu partout sur le corps, elle va sécher plus. Donc tout ça est relié à la drogue de l'orgasme, aux drogues sexuelles qu'on a, puis au fait d'être incapable de porter notre énergie, puis d'avoir des moments de chasteté ou des moments à deux où l'énergie monte vers le haut. Une autre raison maintenant pour laquelle c'est important de se porter dans le célibat, c'est que quand on se prépare pour avoir une belle vie de couple, puis avoir une vie de couple avec une sexualité tantrique, c'est que quand on va rentrer dans le tantrisme avec une personne, le tantrisme va nous recharger de plus en plus. La sexualité tantrique va nous énerger, va nous dynamiser, un jour va en venir à faire monter doucement la Kundalini, va former les corps de lumière, va permettre à des charges d'énergie divine et christique d'entrer en nous parce que notre taux vibratoire va être plus haut et on va être capable d'accueillir des plus grandes charges d'énergie. Tout ça va commencer à nous transformer dans notre structure puis nous donner une plus grande capacité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on apprend, dans tous nos échanges. L'énergie va nous servir dans toute notre structure multidimensionnelle. Mais c'est aussi qu'on développe un certain taux vibratoire dans la sexualité tantrique. Et si on n'a pas pris le temps de bien connaître la personne, si on s'engage trop tôt puis qu'on commence un parcours tantrique, au moment où il va y avoir une rupture, nous, on va déjà avoir atteint un certain état. Et quand on va rencontrer une nouvelle personne, si cette nouvelle personne-là, disons qu'on a un temps de célibataire de X mois ou X années, puis après ça, on rencontre une autre personne, cette personne-là, si elle n'est pas... si elle n'a pas connu le parcours tantrique comme nous, elle ne sera pas dans le même genre de vibration, dans la même préparation. Puis on va être un peu... on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Puis il y en a un qui va être dans qui va être dans l'énergie plus subtile, l'autre qui va être dans une énergie plus grossière, plus dense. Il y en a un qui va être déjà plus rechargé, l'autre va être plus dévitalisé.
on ne sera pas au même niveau et ça va être difficile de nous affiniser. Puis s'il y a des différences au niveau d'accumulation de l'énergie aussi, il y a comme des initiations intérieures qu'on peut traverser, puis on ne pourra pas bien les vivre ensemble si on n'a pas commencé le chemin ensemble. Alors, c'est important aussi de ne pas essayer de commencer avec n'importe qui à vivre une sexualité tantrique, parce qu'on va déjà atteindre un certain niveau de préparation, comme je dis, qui va être très différent d'une autre personne qu'on pourrait rencontrer par la suite. Alors, dans tout ce que moi j'enseigne avec la sexualité tantrique, je dis aux gens, prenez le temps de connaître quelqu'un tranquillement pendant 9 à 12 mois, un peu comme un enfant qu'on laisse se développer dans notre corps, ça prend 9 mois pour une grossesse, avant que l'enfant vienne au monde. Une relation, ça prend 9 mois à naître. Prenez le temps de connaître les gens, faites plusieurs activités, ayez plusieurs genres de conversations sur plusieurs types de sujets, entamez des projets, faites des choses variées, rencontrez des amis, la famille. Prenez le temps de connaître quelqu'un vraiment pour voir si vous avez des affinités profondes. Et quand vous avez vérifié que vous avez tout ça et que vous sentez que vous pouvez vous engager en profondeur avec quelqu'un, à ce moment-là, vous vous engagez, il y a l'engagement au niveau du cœur, au niveau de l'âme, qui est le plus important. Comme quoi qu'on dit à l'autre personne qu'on sent qu'on peut cheminer ensemble pour des années, puis qu'on veut s'entraider, s'assister mutuellement, puis s'aider dans notre chemin de croissance personnelle, de guérison, de transformation, d'éveil, et de tout ce qu'on veut créer, apporter dans la société de beau, de bon, de bien. Et d'autres personnes vont décider d'officialiser ça par un mariage civil ou certains par un mariage religieux. Mais le plus important, c'est le mariage au niveau du cœur. Tant que vous ne sentez pas que vous êtes vraiment marié au niveau du cœur, c'est important de ne pas rentrer dans la sexualité avec quelqu'un, de rester au niveau de l'amitié, de défaire vos dépendances sexuelles, d'apprendre à vous porter et d'attendre que plusieurs mois soient passés pour être vraiment clair, certain, bien engagé, puis que ce soit des deux côtés aussi. Parce que des fois, il y en a un qui est clair un peu avant l'autre ou qui est plus dépendant que l'autre, puis il y en a un qui pousse pour que l'engagement arrive plus tôt ou que la sexualité rentre plus tôt. Il faut que ça soit réciproque, que des deux côtés, les deux personnes soient vraiment prêtes. Il y a quelqu'un qui me dit en consultation récemment, oui, mais si je ne fais pas l'amour avec la personne, puis pourtant j'avais un gars en consultation, hein, c'était même pas une femme, le gars me disait, si je prends plus de temps pour faire l'amour avec ma nouvelle compagne, peut-être qu'elle va me laisser. Ça, c'est vraiment pas une bonne raison. Si une personne vous laisse et s'éloigne de vous juste parce qu'elle n'a pas de sexualité avec vous, c'est vraiment pas profond le lien que vous avez ensemble. Quand on a un lien d'âme, un lien d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle avec une personne, il y a tellement de chimie, on veut tellement faire des choses, passer du temps, créer, apprendre, s'entraider, faire de la thérapie avec cette personne-là, avancer ensemble, que même s'il n'y a pas de sexualité, on va vouloir voir cette personne-là, on va se sentir bien, on va être câlineux, il va y avoir toute une belle énergie qui va circuler. Donc, ne pensez pas que si vous attendez plusieurs mois avant d'avoir de la sexualité avec quelqu'un que vous allez perdre une opportunité précieuse. C'est tout le contraire. Vous allez être capable de distinguer qui sont les gens avec lesquels vous avez des affinités profondes et qui sont ceux et celles avec qui c'est beaucoup plus superficiel, puis que si ils n'ont pas leur lien de dépendance comblé, s'ils n'ont pas leur drogue, ils vont aller voir ailleurs. Donc, si vous ne voulez pas non plus être avec une personne qui est dépendante, une personne qui est droguée au sexe ou aux relations parce qu'ils ne sont pas capables de dormir seuls, ils ne sont pas capables de se porter seuls dans leur célibat, mais c'est préférable que vous ne soyez pas avec cette personne-là. Donc, donnez-vous du temps dans le célibat avant d'aller vous engager plus intimement. L'autre raison aussi, c'est toute l'histoire au niveau des enfants. Dans notre société, on banalise ça, le fait qu'il y ait des enfants qui arrivent dans une période où on est mal préparés, ils ne sont pas désirés et où on va choisir l'avortement. J'ai fait une vidéo à l'automne 2013 pour parler, à l'automne, non, c'était en janvier. C'était en janvier, je crois, 2014, sur l'avortement et sur les ravages que ça fait, puis tout ce que ça implique au niveau des âmes et l'état meurtrier dans lequel on rentre énergétiquement et les conséquences que ça peut avoir dans l'au-delà si on ne les a pas comprises quand on était incarné.
Alors là, il y a des millions et des millions d'avortements dans notre monde et c'est banalisé, mais c'est un crime au niveau énergétique, c'est un assassinat au niveau de l'âme qui était déjà unie par le cordon d'argent, qui était tout en préparation pour son processus d'incarnation. Bon, vous écouterez ma vidéo par rapport à l'avortement pour mieux comprendre tout ça. Donc, quand on est plus conscient de toutes ces choses-là, on ne se met pas en position où on peut créer des situations comme ça qui vont avoir des conséquences profondes à plusieurs niveaux pour nous, pour l'autre, pour l'âme impliquée. On ne veut pas banaliser ça d'aucune façon. Alors, pour éviter ça aussi, moi, ce que j'enseigne, c'est que si on n'est pas prêt à avoir un enfant ou à accepter qu'il y ait comme un accident, puis que la femme dans le couple se retrouve enceinte et qu'on accompagne cet enfant-là, que tous les deux on accompagne l'enfant, si on n'est pas prêt à être parent, si on n'est pas prêt à accompagner l'homme, on est mieux de ne pas avoir de sexualité ensemble. Je sais que les gens vont dire « Ah, c'est bien trop difficile, je peux pas, je suis pas capable », je le sais. La plupart des gens n'ont pas la force intérieure pour vivre ça de nos jours. Mais moi, je suis une enseignante avant-gardiste. J'enseigne des valeurs spirituelles, des valeurs qui peuvent permettre à des êtres d'être beaucoup mieux dans leur vie, puis de moins avoir des comportements avec lesquels ils vont avoir des conséquences pendant des années et des années. Des choses qu'ils n'auraient pas nécessairement désirées puis qui vont arriver par la suite. Alors, c'est une éducation nouvelle pour arrêter de banaliser les débuts des relations de couple et la sexualité qu'on a en couple, de réaliser à quel point c'est sacré et de réaliser à quel point le temps de célibat et les mois ou les années qu'on vit seul, c'est précieux, c'est important et ça a une raison d'être pour se découvrir soi-même, pour découvrir l'autre ou les autres et installer des bases pour mettre en place quelque chose. Et quand ça sera bien stable, là, il y aura l'engagement du couple et l'engagement dans l'intimité sexuelle pour aller à une autre étape. Alors, j'invite les gens à apprendre vraiment à se porter dans leur célibat et dans la chasteté aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent « Ah, moi, je suis bien célibataire, je fais ce que je veux, je vois autant de personnes que je veux. » Ils vivent dans une forme de libertinage sexuel dans leur célibat. Et ils se permettent d'avoir toutes sortes d'aventures avec toutes sortes de personnes. Et finalement, ils n'apprennent pas vraiment à se porter parce qu'ils ne sont pas plus capables d'être seuls. Ils ont plein de partenaires dans cette période-là. Et finalement, ils ne font pas le travail intérieur pour se libérer de leur dépendance relationnelle ou sexuelle. Et ce n'est pas un véritable célibat dans le fond parce qu'ils vivent des histoires de couple même s'ils sont célibataires. Alors moi, je vous invite à être célibataire, à être chaste et à apprendre à être épanoui comme ça, sans toujours être dépendant de sexualité avec d'autres personnes. Je le sais que dans les premiers temps, ça va être très difficile, comme n'importe quoi. Quand on change nos habitudes de vie, les premiers temps, c'est difficile. Mais avec les semaines, avec les mois, on développe des nouvelles habitudes et on est de plus en plus fort dans ça. Il y a des gens aussi qui veulent accélérer les étapes pour vivre la sexualité tantrique, puis entendre parler de ça, puis ils trouvent ça beau, puis ils veulent essayer ça rapidement, même s'ils ne connaissent pas bien la personne avec qui ils sont. Mais ça ne peut pas donner des résultats profonds parce que la Kundalini, c'est une force consciente. Et c'est relié à l'énergie de la mère divine qui apporte un feu de construction, toute une énergie particulière dans le corps des êtres. Et ce feu-là est un feu conscient. Et quand les relations sexuelles sont faites dans la dépendance, dans la drogue, juste pour essayer d'accélérer les choses, il ne pourra pas y avoir de véritables résultats avec le parcours tantrique ou ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini. Parce que la mère divine qui veille à tout ce chemin-là, elle ne va pas encourager les comportements dans l'éparpillement sexuel, dans la dilapidation des énergies. Ça ne peut pas fonctionner dans un contexte comme ça. Le vrai tantrisme blanc se vit dans l'engagement profond avec quelqu'un et dans la fidélité.
Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que je peux rester en couple avec ma femme, par exemple, puis ça va pas bien sexuellement, donc je continue toute ma vie de couple avec elle, puis je vis mon parcours tantrique avec une autre personne? Non, c'est pas possible. Ça prend un engagement complet avec quelqu'un. Puis comme je dis, pas rester avec quelqu'un parce qu'on est dépendant à certains niveaux, puis aller vivre nos autres dépendances avec une autre personne. Alors, si on n'arrive pas à vivre une vraie histoire multidimensionnelle complète avec quelqu'un, puis que c'est pas la bonne personne pour nous, on doit apprendre à se libérer de toutes les dépendances qu'on a dans cette relation-là, apprendre à se porter à tous les niveaux dans notre vie et vivre une séparation qui va durer plusieurs mois avant de commencer quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Au niveau énergétique, terminer une relation avec quelqu'un et recommencer une autre vie de couple avant 9 à 12 mois, c'est considéré comme une forme d'adultère. La relation n'est pas terminée depuis assez longtemps. On n'a pas pris le temps de bien intégrer tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on avait à apprendre, toutes les énergies qu'on a partagées qui sont dans notre aura. Et si on s'en va tout de suite avec une autre personne, c'est vraiment la dépendance relationnelle ou sexuelle. Et au niveau énergétique, c'est une situation d'adultère. Et ça, c'est malsain et ça peut attirer des partenaires qui, eux aussi, sont dans des dépendances, sont dans des différents types de drogues et, ou peut-être même ont des patterns au niveau de l'adultère à l'intérieur d'eux. Alors, ça ne prépare rien de bon au niveau de la suite d'une relation avec une nouvelle personne. Donc, si vous voulez sortir des anciens schémas de problèmes, de conflits, de montagnes russes, en tout cas, tellement de situations difficiles que les gens vivent en couple et avec leur séparation et leur nouvelle histoire, apprenez à ne plus vous engager aussi rapidement. Apprenez à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans vos relations passées pour ne pas répéter ces scénarios-là dans une nouvelle relation qui pourrait commencer. Donc, faites du ménage vraiment dans votre histoire de vie. Comprenez davantage qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers quelqu'un ou qu'est-ce qui vous a poussé à vous éloigner de cette personne-là. Reconnaissez davantage les caractéristiques des gens qui vous attirent, qui vous repoussent. Comprenez plus ce que vous avez vécu avant de vous engager avec quelqu'un d'autre pour être capable un peu de vraiment pressentir si ça a des chances de durer ou non. Alors, je sais très bien, je le redis, que c'est pas conventionnel ce que je vous explique là, qu'au premier niveau, c'est pas invitant, parce que vous ne serez pas nourri dans vos drogues habituelles, dans vos dépendances habituelles. Mais vous allez devenir un homme ou une femme beaucoup plus solide intérieurement. Et la relation de couple que vous pourrez vivre après avoir vécu un temps de célibat d'environ 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois un peu plus même, comme je dis, moi, ça fait 6 ans. Mais c'est clair que j'ai déjà une force intérieure bien particulière. C'est clair que je ne peux pas être avec n'importe qui, que j'attends quelqu'un de très particulier qui, pour moi, est ma flamme jumelle. Je vais être célibataire tout le temps qui sera nécessaire et je vais être avec la bonne personne quand ce sera la bonne personne. Quelqu'un avec qui je vais pouvoir cheminer pendant des années. Possiblement pour toute la suite de mon parcours. Il y a des gens aussi que quand ils sont en couple, ils anticipent le moment où l'autre personne pourrait les laisser, ou le moment où l'autre personne pourrait désincarner. Est-ce qu'elle va désincarner avant moi? Est-ce qu'elle va vivre plus vieux ou plus vieille que moi? Je vais me retrouver seule à un moment donné. Et les gens ont toutes sortes de peurs face à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas solidifiés dans le célibat. Quand on sait qu'on peut être bien heureux, épanoui, équilibré, avoir plein d'activités riches dans notre vie, dans notre célibat, et ne plus être dans la dépendance sexuelle, à ce moment-là, on sait qu'on va cheminer aussi longtemps que possible avec une personne, mais si elle a un accident puis qu'elle désincarne, ou si en étant plus âgé, notre conjoint ou notre conjointe désincarne avant nous, on ne va pas s'écrouler. Alors tout ça, ça s'enracine dans quoi? Dans le fait d'être capable d'apprendre à se porter dans notre célibat. Et plus on développe ça jeune,
plus c'est une force qu'on va avoir après pour la suite de notre vie. Je vais faire une autre vidéo éventuellement sur la richesse du couple. Et là, bien sûr, je parlerai de tous les bonheurs du couple. Mais il y a plein de bonheurs aussi à développer dans notre période célibataire. On n'a pas les mêmes avantages, on n'a pas les mêmes inconvénients. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, avec qui j'étais en consultation, qui disait le cocooning en soirée, par exemple le samedi soir, quand on écoute un film, qu'on est toutes blottis ensemble dans la tendresse, puis qu'en fin de soirée, on va faire l'amour, puis bon, c'est notre week-end, on est en vacances. Bon, c'est sûr que c'est quelque chose de spécialement bon, ces soirées-là de tendresse, de sensualité tantrique, même si les gens sont ouverts au tantrisme. Et là, des fois, les gens sont célibataires et disent « ça me manque ». Bon, oui, c'est sûr, on n'a pas ça quand on est célibataire. Mais d'un autre côté, on peut développer une façon de vivre nos soirées ou nos fins de soirée, par exemple, d'une façon différente. Des fois, quand on est en couple, on manque de temps pour des choses plus personnelles. Parce qu'on a notre travail, on peut avoir les enfants, on a le conjoint, on a la sexualité. Quand on est célibataire, on a du temps davantage pour nous. Et les fins de soirée, ça peut être un temps, par exemple, pour écrire notre journal personnel. Et ça, c'est très, très précieux. Souvent, les gens ne prennent pas le temps de le faire dans leur journée, dans leur semaine. Alors, parfois, si on ne l'a pas fait dans notre journée, bien, à 9 h, à 10 h, à 11 h du soir, on peut prendre le temps d'écrire notre journal personnel. Une autre chose qu'on peut faire quand on est célibataire aussi, c'est d'écrire une lettre à notre amoureux ou notre amoureuse idéale. Alors, on s'adresse à l'âme de la personne qu'on cherche. On ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle est dans notre ville, dans une autre ville? Est-ce qu'elle est dans notre pays, dans un autre pays? Mais on s'adresse à son âme. On lui parle de ce qu'on vit, on lui parle de ce qu'on souhaiterait vivre, on lui parle de ce qu'on imagine qu'on vivra un jour. On écrit une lettre à notre amoureux ou notre amoureuse. Et ça, déjà, ça nous donne un certain bien-être qui nous prépare pour quand on aura cette personne-là. Et le jour où cette personne-là sera dans notre vie, après X mois ou X années, on pourra peut-être même lui partager des lettres qu'on lui avait écrites pour un partage télépathique. Une autre chose qu'on peut faire aussi quand on est célibataire, c'est d'avoir des moments de visualisation créatrice de la personne idéale qu'on souhaite. Alors ça aussi, ça nous aide à clarifier qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas comme partenaire de vie. Et ça nous aide aussi à aimanter la personne, parce que quand on s'imagine avec un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, télépathiquement, ça envoie des énergies et ça nous aide à aimanter la bonne personne qui est en correspondance avec ce avec quoi on se prépare intérieurement. Et ça nous donne une partie de cette énergie-là aussi quand on l'imagine à l'intérieur de nous. Donc, que ce soit en fin de soirée, que ce soit la nuit, que ce soit le matin, bon, peu importe dans vos journées, si vous prenez quelques minutes, 5, 10, 15 minutes, pour visualiser votre idéal amoureux, vous ne verrez pas exactement l'apparence physique de la personne parce que, en général, vous ne savez pas qui sera cette personne-là. Et on ne veut pas non plus forcer le libre arbitre de la personne. Alors, on a comme une image floue de la personne avec laquelle on sera en relation, dans un moment de tendresse, dans un moment de sensualité, dans un moment de discussion, dans un repas avec elle, dans une marche qu'on peut faire sur la rue, dans un parc, sur la plage, dans des endroits qu'on peut visiter, dans des projets qu'on peut faire. On imagine qu'est-ce qu'on pourrait vivre avec l'autre, de bien, de beau, ce dont on rêve. Et l'imaginaire avec l'apparence de l'autre personne va être un peu flou, comme je disais. Et c'est normal, jusqu'au jour où on saura exactement qui sera cette personne-là. Ensuite, dans notre célibat aussi, c'est un temps pour s'offrir des activités spéciales que des fois on ne prend pas toujours en couple. Il peut y avoir des cours qu'on veut suivre, à toutes sortes de niveaux, là, des choses qui sont plus physiques, des choses qui sont plus intellectuelles, qui sont plus artistiques, spirituelles aussi. Donc, si vous voulez apprendre des nouvelles choses, et parfois dans votre vie de couple, vous manquez de temps parce que vous voulez équilibrer votre temps avec toutes vos activités et le temps que vous passez avec l'autre, puis l'autre personne n'aurait peut-être pas le goût de suivre le même cours que vous. Donc, le célibat, c'est une bonne période aussi pour aller suivre des formations qui nous intéresseraient.
C'est un bon temps aussi pour un cours avec soi-même ou un parcours d'autothérapie, d'autotransformation pour améliorer notre caractère. Le célibat, c'est une très très bonne période pour devenir un être humain de plus en plus lumineux. Parce que quand on va être en couple, on va amener dans notre couple plein de nos problèmes actuels, plein de nos difficultés, de nos carences, de nos dépendances, de nos problèmes dans notre caractère. Et ça va compliquer notre vie de couple et ça va peut-être même faire sauter notre couple, faire en sorte qu'il va y avoir une rupture, une séparation. Alors, pour préparer davantage une plus belle vie de couple à venir, quand on est seul, quand on est célibataire, on peut raffiner notre caractère de différentes façons. Alors, on peut s'observer dans nos relations, dans notre intimité, dans toute notre façon d'être, et voir que là où il y a des choses qui ne sont pas très saines, qui ne sont pas très bonnes, qui ne sont pas très belles, on s'applique à faire des changements dans notre caractère, dans notre attitude, dans nos capacités, notre ouverture. Et on devient une personne plus belle, plus lumineuse, avec plus de qualité. Et ça va être amené dans notre vie de couple dans quelques temps. Donc ça, c'est très, très précieux dans le célibat aussi. Ensuite, le fait d'apprendre à se connaître et à développer nos goûts, comme on a plus de temps, puis qu'on n'a pas des comptes à rendre toujours à une autre personne, bien, on peut aller vers des choses qu'on veut explorer, ou on peut faire certains voyages, ou il y a plein de choses qu'on peut explorer dans notre célibat. Et parfois, quand on va être plus en couple, on va être plus casanier, puis on va moins essayer ces choses-là. Alors, pour se connaître, ou pour connaître des nouveaux intérêts, des nouvelles activités, d'autres choses qui pourraient nous intéresser, le temps où on est seul, c'est très précieux aussi. Si on a des enfants également, avec les enfants, il y a les activités familiales, il y a les activités avec le conjoint. Mais quand on est célibataire, il y a des activités comme en solo aussi avec notre enfant ou avec nos enfants. Et ça peut être très précieux aussi pour notre enfant ou nos enfants, qu'ils aient un temps avec leur mère ou un temps avec leur père en privé, où ils ont toute l'attention, puis qu'ils vivent quelque chose de très personnalisé. Alors, utilisez votre temps de célibat, ou si vous êtes en couple et que vous avez des moments que vous vous réservez comme pour être célibataire un peu, pour pas tout vivre de façon fusionnelle, les zones qu'on appelle plus personnelles, plus privées, plus célibataires, ces zones-là nous permettent d'aller explorer des choses, de faire des lectures aussi, le temps de lecture. Souvent, on manque de temps pour lire quoi que ce soit qui nous intéresse, que ce soit des biographies, des livres de psychologie, des livres de sciences, des livres de recettes, chacun a ses goûts. Ce que vous voulez lire, puis être bien concentré, puis vous plonger dedans, quand vous êtes célibataire, vous avez plus de temps aussi au niveau de la lecture. Et quand on est en couple, des fois, on manque de ce temps-là. Une autre chose aussi, c'est pour développer tout le côté plus tendresse dans le célibat, c'est tout ce que j'enseigne au niveau de la relaxation énergisante. Vous trouvez ça maintenant dans mes textes, dans mes vidéos. Je ne le pratique plus parce que c'est trop routinier, trop répétitif. J'ai plus d'élan pour répéter encore et encore ça. Mais c'est très simple à apprendre, puis vous avez l'information déjà gratuitement sur le web. Alors quand vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer des amis pour pratiquer le massage ou la relaxation avec accessoires. Puis utiliser les petits rouleaux, les pinceaux, les petits crayons, les foulards. Vous pouvez utiliser différents accessoires. Au niveau des balles, comme j'ai déjà montré, je les recommande moins maintenant parce que les balles, quand on a la main dessus puis qu'on la passe sur le corps, la main devient très très proche et il y a encore un effet de transfert d'énergie qui se fait un peu. Alors, je recommande moins les balles maintenant au niveau des accessoires. Utilisez plus des accessoires que vous tenez dans votre main et qui fait qu'il n'y aura pas de transfert direct. Ça fait en sorte que toute cette technique-là avec accessoires, vous allez procurer des bonnes sensations à un ou une amie. Si l'autre personne vous fait un soin en échange de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, vous allez recevoir ça
mais il n'y aura pas de transfert énergétique direct, et ça fait en sorte que tant qu'on ne sait pas si on est vraiment compatible dans la vibration, dépendamment du chemin sexuel qu'on a eu, de comment on est dévitalisé, de notre énergie au niveau de la santé, de notre énergie au niveau de la mentalité, du côté positif, tout ça. Il y a plein d'éléments qui font notre route alimentaire aussi, qui forment notre structure et notre vibration. Et si on ne vibre pas dans la même vibration avec une autre personne, la personne la plus vibrante va se trouver à vitaliser l'autre dans le toucher, et celle qui est la moins vibrante va se nourrir de l'énergie de la personne qui vibre le plus. Alors, quand vous faites des jeux de sexualité, de massage, de toucher, de réflexologie, avec les mains directement, si vous n'avez pas vérifié avant que vous êtes dans une même vibration, il y en a un des deux qui peut gagner et l'autre qui va perdre. Alors, si vous êtes soucieux de préserver votre niveau énergétique, puis de ne pas vous affaiblir ou de ne pas comme quasiment voler l'énergie de l'autre parce que l'autre est beaucoup plus haut puis vous êtes plus bas en vibration, il faut être compatible énergétiquement. Donc, prenez le temps de connaître quelqu'un, de savoir un peu plusieurs choses de sa vie, comme je disais, sexuelle, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, beaucoup de choses, et de pouvoir vérifier jusqu'à quel point vous êtes compatible. Beaucoup de massothérapeutes ne font pas attention à ça, puis se retrouvent dévitalisés, carencés, affaiblis, malades. Alors, avec les soins, avec les accessoires, vous allez pouvoir vous amuser avec l'autre personne, et vous allez avoir toutes sortes de bonnes sensations, de tendresse, de douceur, qui va être bonne sur votre corps pour relaxer. Ça peut se faire debout, ça peut se faire étendu, ça peut se faire assis sur une chaise, ça peut se faire avec les vêtements, ou pas de vêtements du tout, ou juste semi-vêtements, comme semi-habillés. Toutes les formules existent, dépendamment du lien que vous avez avec la personne. Et ça aide aussi les gens célibataires à patienter. Parce que si vous êtes célibataire pendant des mois ou quelques années, vous allez apprendre à vous porter seul dans votre chasteté et dans votre énergie personnelle. Mais parfois, vous allez vous ennuyer aussi de la tendresse, de la douceur, de la sensualité qui est dans le couple. Alors, si vous avez des moments de partage comme ça avec certains amis, vous allez aller chercher une partie de l'énergie de l'amour universel ou de la sensualité ou l'énergie qui fait du bien. Et ça va vous aider à être beaucoup plus patient sur le long terme, à moins vous précipiter rapidement dans une relation sexuelle. Si vous savez que vous êtes fragile et que vous êtes dépendant sexuellement facilement, puis que vous plongez rapidement dans une relation sexuelle avec quelqu'un sans avoir vérifié toutes les bases, évitez les contacts trop intimes, évitez de dormir dans le même lit qu'une personne, évitez d'être nu avec une autre personne. Si vous n'êtes pas dans le même lit, si vous gardez des vêtements, vous pouvez avoir certains comportements de proximité, certains jeux avec les accessoires ou avec les mains si vous êtes dans la même vibration, mais vous n'irez pas trop loin. Et là, vous allez être capable de respecter vos nouvelles valeurs de vie. Donc, c'est ça. Je vous invite à développer votre célibat avec la relaxation énergisante, avec les accessoires, souvent sur un corps qui est vêtu. C'est ce qui est le plus simple, puis qui pousse moins les gens à basculer dans des expériences sexuelles risquées à toutes sortes de niveaux, même au niveau d'avoir des enfants, comme je disais, alors qu'on n'est pas du tout dans le contexte pour ça. D'autant plus aussi qu'il y a quelqu'un qui me posait la question, qu'est-ce que je voulais dire en disant de ne pas utiliser dans un texte des contraceptifs qui sont malsains pour le corps. Bon, mais il n'y a presque rien qu'on peut utiliser comme contraceptif dans les choses habituellement qui sont proposées parce que ça a presque toujours un côté malsain. Ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de risques au niveau une conception d'enfant quand on n'utilise pas de produits malsains, et il faut être prêt à assumer qu'il pourra peut-être y avoir un enfant. Donc, naturellement, je vais vous faire la liste de tout ce qui est malsain au niveau de la contraception, tout ce qui est la ligature pour les hommes ou pour les femmes, vasectomie, ligature des trompes chez l'homme et la femme, tout ça bloque les canaux, empêche l'énergie sexuelle de bien arriver au chakra de la base et ensuite de pouvoir monter. Donc, le tantrisme ne peut pas être vécu pour les gens qui font des contraceptions avec des ruptures de canaux. Il faut que ces gens-là fassent pas faire l'opération inverse.
Ensuite, la pilule. La pilule, ça dérègle le cycle au niveau hormonal, au niveau des ovules chez la femme. C'est un produit chimique qui change la biologie naturelle. Donc, on ne sait pas toujours exactement qu'est-ce que ça va donner comme condition, qu'est-ce que ça peut donner pour les seins aussi, parce que les seins et le bassin, c'est relié. On ne comprend pas toujours toutes les causes de cancer du sein de nos jours, cancer de l'utérus. Bon, alors la pilule, c'est vraiment pas conseillé, c'est un corps étranger, c'est un produit chimique qui dérègle la biologie naturelle de la femme. Alors moi, je ne la conseille pas, ni pour les jeunes adolescentes, ni pour les jeunes femmes ou les femmes à tout âge, tant qu'elles n'ont pas leur ménopause. Après ça, les stérilets, les diaphragmes, tous les corps étrangers, ça peut générer des kystes, certains problèmes à l'intérieur du corps de la femme après un certain temps, parce que le corps humain n'est pas fait pour avoir un corps étranger comme ça. Et il ne veut pas avoir à l'intérieur de lui quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, il peut y avoir des conséquences aussi après X semaines, X mois, X années. Donc, ce n'est pas des contraceptifs qui sont sains pour le corps. Donc, il nous reste en général comme le condom de femme très peu utilisé ou le condom d'homme. Et à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait de spermicides sur le condom parce que les spermicides, c'est des produits toxiques qui peuvent tuer les spermatozoïdes pour pas qu'il y ait de fécondation. Alors, ça prend des condoms sans spermicides. Et voyez-vous, souvent, les gens ont de la difficulté aussi, ils aiment les spermicides, puis c'est parce que ça devient quasiment comme un lubrifiant sur les condoms, et ça l'aide avec le lubrifiant artificiel, où les gens s'achètent des lubrifiants artificiels, mais un lubrifiant, habituellement, ça doit être utilisé parce que les gens ne sont pas encore bien affinisés. Quand un couple est vraiment bien affinisé, quand il y a vraiment un grand amour entre les deux personnes, quand ils prennent le temps de s'enlacer, de se dorloter, de préparer leur union ensemble, idéalement leur union tantrique, la femme va avoir le temps de s'ouvrir doucement et d'accueillir son partenaire dans ce que moi j'appelle son temple personnel. Mais de la façon dont tout est fait, alors que les couples ne sont pas encore prêts à être dans l'intimité, les relations la sexualité a été banalisée, les partenaires ne sont pas assez affinisés, ils ont des frustrations l'un avec l'autre à plein de niveaux. Alors ça fait que le corps donne des signes qu'il n'est pas prêt pour l'union, puis on prend des jeux ou des produits artificiels pour préparer le corps. Mais quand on est vraiment avec la bonne personne, dans un beau contexte, dans une belle relation spirituelle, d'amour où on s'entraide, le corps est dans un état très différent pour la sexualité. Ensuite, la fameuse pilule du lendemain, ça aussi, ce n'est pas conseillé du tout parce que s'il y a vraiment, on ne le sait pas, mais s'il y a eu fécondation, ça veut dire que l'âme, le cordon d'argent de l'âme dans l'au-delà était déjà connecté à l'ovule, au spermatozoïde, il y avait fécondation, et là, c'est un avortement. C'est l'avortement le plus rapide avec la pilule du lendemain, mais c'est quand même un avortement. Donc, la pilule du lendemain, c'est inventé par notre science moderne, mais qui ne comprennent pas comment la fécondation, surtout qu'il y a fécondation, il y a un lien avec l'âme, il y a un plan d'incarnation qui est établi, on court-circuite tout ça. Donc, ce n'est pas une méthode saine non plus. Dans la contraception plus énergétique ou spirituelle, il y a aussi le fait de s'assurer avec l'autre partenaire que ni l'un ni l'autre ne veut un enfant et avant d'avoir notre relation sexuelle, de s'adresser aux anges de la vie parce que les anges assistent les âmes quand il y aura fécondation pour connecter le cordon d'argent au spermatozoïde de l'homme qui, lui, va avoir une force spéciale pour rencontrer l'ovule et finaliser la fécondation. Donc, les anges assistent dans les processus de fécondation et d'une âme qui se prépare à venir s'incarner. Donc, on peut s'adresser aux anges de la vie et leur dire qu'on n'est pas prêt à être parent, qu'on ne veut pas qu'il y ait d'enfants qui soient conçus. C'est un processus qui va aider aussi, parce que les âmes bienveillantes ne transgressent jamais notre libre arbitre, respectent vraiment notre choix au niveau du libre arbitre. Et à l'inverse, si on veut un enfant, là c'est l'inverse. On va plutôt s'adresser aux anges de la vie pour dire qu'on est prêt et qu'on veut accueillir un enfant. Bon, alors, tout ça qui sont des choses pas conventionnelles aussi au niveau de la contraception. Toutes sortes de choses qui font que la sexualité est vraiment considérée avec beaucoup plus d'attention, beaucoup moins banalisée.
Et que quand il y a un rapprochement sexuel, c'est moins facile, c'est moins parce qu'on n'a pas toutes sortes de choses artificielles de contraceptifs ou de raisons superficielles qui nous unissent, mais quand c'est pour les vraies bonnes raisons, qu'on est vraiment bien préparé et tout ça, c'est une célébration, c'est quelque chose de spécial. Je donnais l'exemple à quelqu'un récemment, comme quand vous prenez un bon repas au restaurant, dans un bon restaurant, puis c'est comme de la gastronomie, puis c'est savoureux. Si ça arrive une fois de temps en temps, vous allez l'apprécier vraiment. Mais si pour X raison, disons une personne qui aurait gagné à la loto ou hérité de ses parents, puis que tous les jours elle peut manger de la gastronomie comme ça dans des super bons restaurants, ça ne sera plus apprécié de la même façon, ça va être banalisé, ça va devenir, bon, c'est presque rien. Quand il y a quelque chose qui est plus rare dans notre vie, on va le savourer davantage. Alors, la sexualité, justement, quand elle est préparée de beaucoup plus longuement, quand elle est vécue dans le tantrisme, quand elle n'est pas banalisée avec la façon dont elle est vécue de nos jours, elle va avoir une autre saveur, une autre couleur qui va être très précieuse. Qu'est-ce que je voulais dire aussi au sujet du célibat? Plus on apprend à être bien dans notre célibat, plus aussi on est capable d'être vrai dans nos relations, parce que quand on est en couple et qu'on a peur de perdre l'autre, ça va être dur d'être toujours honnête dans ce qu'on pense, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on a vécu. Parce qu'on se dit tout d'un coup que l'autre personne n'aime pas ça, et nous laisse, et puis on va se retrouver seul. Si on est capable de se porter seul, on va être capable d'être beaucoup plus honnête, beaucoup plus transparent, beaucoup plus profond dans notre façon de communiquer. Et on va avoir pris le temps d'être dans cette transparence-là pendant des mois avec l'autre avant de s'être engagé. Donc, l'autre personne n'aura pas une surprise non plus en découvrant des choses à notre sujet, parce qu'on va avoir été capable de lui dire qui on était vraiment, et s'il y a des choses un petit peu plus malsaines qu'on a vécues dans notre parcours, qu'on a fait, qu'on n'est pas très fier, on va avoir été capable aussi d'être transparent et de le dire. Alors que quand on a peur d'être seul, on ne dit pas ces choses-là, et à un moment donné, ça l'éclate. Puis là, c'est beaucoup plus tard que ça peut faire des problèmes ou que ça peut faire une rupture. Donc, si vous vous portez dans votre célibat, vous allez être capable de tout dire les choses dans les étapes célibataires. En développant votre amitié avec la personne, graduellement, vous allez dire tout ce que vous avez à dire, des choses importantes, plus lumineuses ou plus sombres de votre parcours de vie, à l'ami que vous avez dans la relation que vous êtes en train d'approfondir. Et à ce moment-là, vous aurez plus peur qu'il y ait un scandale qui éclate ou qu'il y ait un secret qui soit dévoilé. Ou c'est ça, vous allez être dans une relation beaucoup plus honnête, beaucoup plus transparente. Et plus vous êtes dans la vérité, plus vous allez être capable d'accueillir la vérité divine, des révélations sur vous-même ou sur la vie ou sur des explications ou des compréhensions. Parce que quand on a peur, quand on est dans le secret, quand on est dans la fermeture, on bloque l'énergie. Et dans toute cette énergie-là, de peur, de crainte, de doute, notre canal d'énergie n'est pas vraiment ouvert. Alors c'est difficile de s'ouvrir à la vérité, à l'amour, à l'intelligence divine. Fait que si vous voulez être mieux connecté à la source, vous avez besoin d'être mieux connecté aux personnes dans quelque chose qui est plus vrai et qui est plus transparent. Donc, ça va dans les deux sens. La connexion divine et la connexion humaine. Plus vous avez une vraie connexion dans vos relations, plus vous aurez une connexion profonde avec votre Père divin, votre Mère divine, l'enfant divin qu'on appelle Christos ou la source amoureuse. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Qu'est-ce que je voulais vous dire avec toute l'énergie du célibat? Le célibat aussi, c'est une façon d'apprendre à savourer le présent en cessant de se projeter dans le passé puis dans le futur. Et
de vivre une journée à la fois avec chaque chose, puis d'apprécier nos relations, nos activités, ce qu'on fait seul, ce qu'on fait avec d'autres personnes. Il y a un apprentissage très, très précieux dans ça. Et quand on est en couple, avec les peurs qu'on développe, peur que ça se passe comme ça s'est passé dans une histoire de couple passée, peur qu'on n'arrive pas à faire certains projets qu'on voudrait faire avec l'autre personne, ou dans un tourbillon d'activités tellement chargé parce que on est plus occupé, puis toute la vie, et il y a encore plus de choses quand on est deux que dans notre temps où on est célibataire. Par contre, il y a des célibataires des fois qui ont tellement d'activités au programme qu'ils peuvent avoir un programme aussi chargé que les gens qui sont en couple. Parfois, dans tout ce tourbillon-là,